Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un peu la solution Google App Engine avec à la fois une présentation pratique dans un premier temps et une présentation théorique dans un premier temps d'un assez haut niveau et ensuite passer à une présentation pratique et un retour d'expérience avec Dominique Chion. Donc Dominique Chion est cofondateur et responsable technique chez InTheAir, la startup qui a créé ZMS, dont vous avez sûrement dû entendre déjà parler, et moi-même, donc Philippe Delobel, consultant chez ILM. Donc la présentation, comme je vous l'ai dit, va se dérouler en deux parties. Donc une première introduction avec une partie théorique, ensuite la partie pratique avec des cas concrets et des retours d'expérience sur la plateforme ZMS, nos conclusions et ensuite un temps réservé à la partie questions. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez aussi m'interrompre pendant la présentation ou nous interrompre, n'hésitez pas à le faire. Une rapide présentation de la société ILM. Donc ILM aujourd'hui c'est 175 collaborateurs regroupés en France, en Suisse, au Maroc et ça le fait. Donc regroupés autour des domaines de l'infogérance, du développement, du conseil, de l'expertise à la fois Java et Microsoft et du cloud computing. Donc on va commencer par de la théorie, d'accord, pour vous présenter cette plateforme d'un aspect théorique. Donc, et tout d'abord commencer par vous présenter, vous faire un rappel sur les différents modèles de cloud qui sont implémentés dans les environnements IT. Donc la partie cloud, les différents modèles se décomposent en trois grands groupes. Le modèle SaaS, avec la partie Software as a Service, on va retrouver principalement des solutions accessibles en mode HTTP, typiquement des messageries comme Gmail, des CRM, des jeux, avec pour chacune des typologies des clients plus ou moins spécifiques. Pour la partie Platform as a Service, là on va plutôt faire de l'hébergement de solutions type database, web server, et là les types d'accès suivant les applications qu'on va déployer vont alors à ce moment-là être accessibles soit en HTTP, donc ce protocole universel qui nous permet aujourd'hui de faire du cloud, ou à travers différents protocoles pour des accès internes pour administrer ou gérer les plateformes. Et le mode infrastructure qui nous permet d'héberger et d'installer et de gérer une infrastructure en mode déporté. Le but étant, bien entendu, de pouvoir optimiser et rationaliser les coûts d'exploitation et d'administration de nos infrastructures. Ensuite, chacun de ces modèles se décline en plusieurs types de cloud. Donc les clouds publics, donc accessibles pour tout le monde. Les clouds privés, où là on va fournir de l'infrastructure dédiée à un utilisateur, enfin un client dédié, où là on va lui garantir que ses données et l'exécution de ses applications et les ressources lui sont complètement dédiées. Ensuite, les deux autres déclinaisons, les clouds privés virtuels et les clouds hybrides, où là on va à la fois partager et gérer des ressources qui vont être partagées, mais en sécurisant les données et les accès pour des clients en particulier. Donc le positionnement du Google App Engine, donc, dans cette offre, aujourd'hui se positionne sur la partie Platform as a Service. C'est une solution qui permet de faire tourner des applications web, on va le voir, et à la différence de la partie Google Apps, type Gmail, Google Docs, Google Sites, qui elle est une solution d'hébergement en mode SaaS. Dans toutes ces typologies, on va retrouver effectivement dans la partie infrastructure, bien évidemment tout ce qui est Amazon, HP, GoGrid, Rackspace et j'en passe. Donc à l'origine, Google souhaitait offrir, en plus de ces solutions en mode SaaS, souhaitait offrir à la communauté un ensemble, une plateforme de développement et d'exécution d'une solution spécifique pour le web. Donc aujourd'hui, cette plateforme, ses principales attentes étaient de pouvoir piloter et de fournir une solution qui permet de piloter l'ensemble du cycle de développement d'une application web et de fournir un ensemble d'API qui permettent d'accéder à des composants internes ou externes à l'infrastructure Google.
d'autres objectifs plus concrets, la disponibilité. Donc aujourd'hui, la disponibilité, Google offre une plateforme qui est disponible 24/24, 7 jours sur 7, d'accord, avec aussi des besoins en termes de scalabilité et de sécurité. Donc de la scalabilité sur les données, donc la capacité à la plateforme à pouvoir supporter de la charge, à la fois de la charge en termes de montée en capacité sur les utilisateurs, mais aussi sur les données et aussi sur la bande passante au niveau du réseau. Et fournir aussi un mode d'accès aux données qui soit sécurisé. L'un des objectifs aussi était pour Google de fournir une plateforme où la partie administration était complètement comment dire, comme je le dis ici, sans système d'administration, c'est-à-dire que tout se fait en interne chez Google, avec une console qui, on le verra par la suite, nous permet de gérer l'ensemble des ressources dédiées à votre application. Et surtout, le moyen de suivre les coûts en termes de disques, en termes de consommation CPU, en termes de consommation au niveau de la bande passante, et on verra par la suite la liste de l'ensemble de ces coûts qui vont être listés. Au niveau historique, Google, la plateforme Google App Engine a démarré en 2008 avec une première implémentation en Python. Elle est restée en bêta jusqu'en 2011 pour passer à mi-2011 l'année dernière dans une version Enterprise qui a aussi, dans lequel Google a profité pour modifier son système de tarification. Dans la deuxième partie de la présentation, vous verrez avec Dominique l'impact de ces modifications au niveau de la tarification pour le coût d'hébergement de l'application. Java est arrivé, comme vous le voyez, en mai 2009 et récemment, l'année dernière, avec le langage de chez Google qui s'appelle Go. Actuellement, l'environnement de développement fourni par Google est en disponibilité en version 1.6.4. Actuellement, plus de 400 000 applications sont déployées sur la planète sur la plateforme Google App Engine. Un petit focus sur la partie architecture. Donc, ce qu'on voulait, c'était une plateforme disponible 24/24, scalable, qui permet d'adapter la montée en charge en termes d'utilisateurs et de données. Donc, une infrastructure hautement basée sur un protocole qui est HTTP. Donc, en frontal, des web servers, donc soit du runtime Java, soit du runtime Python. Et en back-office, des serveurs qui permettent de piloter les accès au data store de Google. On verra effectivement à quoi correspond ce data store. Et l'ensemble est basé sur une infrastructure distribuée, sur un file system distribué propriétaire de Google. Donc toute cette infrastructure, hautement disponible, hautement scalable, s'appuie sur ces deux couches fondamentales chez Google. Alors en termes d'architecture, on a vu que Google fournissait un runtime. Ce runtime, comme tout conteneur applicatif, offre des limites, mais offre aussi des API. C'est ce qu'on appelle le Google App Engine Sandbox. Donc il existe un sandbox pour le runtime Java, un sandbox pour la partie Python et aussi pour la partie Go. D'accord ? Et en termes de limitation, aujourd'hui, qu'est-ce que nous offre ce sandbox ? Donc concrètement, il y a uniquement des accès HTTP qui sont autorisés en entrée-sortie sur la plateforme. On peut faire du mail en entrée-sortie aussi. Aucun accès à des ressources locales donc, de Google n'est toléré. D'autres API permettent, on le verra, de pouvoir stocker des ressources sur cette plateforme. Et ensuite, on a aussi des quotas en termes de temps d'exécution des requêtes HTTP. Il n'y a pas de possibilité aussi de lancer du parallélisme au niveau de l'infrastructure, mais d'autres API et d'autres fonctionnalités permettent de le faire de manière asynchrone, comme les QTasks et les Schedule Tasks. Au niveau du stockage, donc qu'est-ce que nous offre aujourd'hui Google ? Donc, Google propose aujourd'hui d'utiliser 3 types d'infrastructures depuis la plateforme Google App Engine. Donc, la partie native du Data Store, qui n'est plus ni moins appelée la Bigtable chez Google, qui est un modèle NoSQL, on le verra avec Dominique qui vous expliquera un peu plus en profondeur ce que c'est que le NoSQL, vous permet d'attaquer une base de données complètement scalable en volumétrie et en temps de réponse.
Deux types d'interfaces sont proposés actuellement chez Google, donc au niveau Java, donc il y a des standards JPA et JDO, ou d'utiliser une librairie, l'API native de chez Google, qui, on le verra, permet de disposer de beaucoup plus de performance et d'être beaucoup plus proche du modèle de données du data store. Ensuite, il est possible depuis peu, donc Google offre un service qui s'appelle Google Cloud SQL. C'est ni plus ni moins qu'un service d'une base de données MySQL hébergée chez Google et qui permet depuis peu donc d'utiliser une interface JDBC ou DBAPI depuis les applications Python pour attaquer un modèle relationnel. Et dernier type de modèle pour faire du stockage de données chez Google, enfin Google Cloud Storage. Donc Google Cloud Storage est en fait un service REST disponible soit en interne depuis Google App Engine, soit accessible depuis l'extérieur, depuis vos applications d'entreprise. Et ensuite, dernier type de modèle, Google App Engine peut accéder à des ressources externes de son contexte. Si vous mettez à disposition des données qui sont hébergées chez vous, vous pouvez tout à fait en HTTP ou HTTPS ou via un VPN Google, monter un VPN SSL entre Google et votre infrastructure pour accéder à des données internes de votre entreprise. Aujourd'hui, l'un des manques au départ de Google était effectivement de ne pas pouvoir implémenter et de fournir une solution base de données relationnelle et surtout d'héberger les données chez... certains clients ne souhaitaient pas avoir à héberger des données chez Google. Donc là, Google a fourni une solution d'accès à des données internes à l'entreprise. Au niveau des services du Google App Engine, donc que ce soit dans les différentes technos, Java, Python ou Go, d'accord, Google App Engine, au niveau technique, offre différents services. Donc, on l'a vu, on avait la partie stockage de données relationnelles ou dans le modèle NoSQL, donc avec une notion de clé-valeur. Donc, le Blob Store. Le Blob Store permet en fait de stocker des objets de grosse taille, type multimédia, qui va dépasser la taille des entités que le Data Store peut stocker dans son modèle NoSQL. Ensuite, il offre une API de manipulation d'images. On peut envoyer du mail et donc envoyer ou recevoir des mails. On a parlé du Data Store. L'un des points au niveau du Data Store et de la solution App Engine est de pouvoir être ce qu'on appelle multi-tenant, c'est-à-dire vous pouvez avoir la même application qui peut attaquer différents modèles de données. Donc si vous faites une application pour plusieurs clients, vous allez pouvoir à ce moment-là fournir selon la configuration une instance qui tape sur un modèle dédié à un client particulier et une autre pour un autre client. On a parlé de l'API au niveau Java, donc JPA, JDO ou des API natives, et un mode de fonctionnement donc pour la partie haute dispo. Le master slave est en cours d'abandon chez Google, et maintenant le mode utilisé par défaut va être le High Replication Data Store. Donc ça permet effectivement de faire de la replication de données à chaud pour garantir une disponibilité, une haute disponibilité d'accès aux données en mode read-write. On peut faire du cache. Google aussi garantit que ce cache est accessible par rapport à des notions de namespace, donc encore une notion de multi-tenant. La partie Channel API, qui permet de faire du push client sur des applications Web 2.0, qui va bientôt être remplacé et surchargé par un composant qui s'appelle Comet dans le monde open source. On va pouvoir aussi faire des tâches asynchrones, donc déclencher et planifier des tâches de traitement sur les données de manière asynchrone. On peut, comme je vous l'ai déjà expliqué, accéder à des ressources externes en HTTP, HTTPS. Pour la partie Instant Messaging, on peut utiliser une API basée sur le protocole XMMP. Et au niveau sécurité, donc actuellement, Google fournit un accès sécurisé via des Google Accounts ou OpenID. J'ai oublié un point. Actuellement, au niveau Java, les standards que la plupart d'entre vous peuvent connaître, tout ce qui est EJB, JCA, JMS, RMI, GNDI, JMX et j'en passe, ne sont pas supportés par cette plateforme. D'accord ? C'est pour effectivement vous dire qu'on est bien dans un contexte de bac à sable où on va devoir dédier et structurer notre application avec des services fournis par Google pour réaliser nos applications. Un petit focus sur la partie développement. Donc aujourd'hui, vous pouvez télécharger le SDK de Google sur vos postes clients.
d'accord, et avec un simple Notepad, un JRE, Python ou Java, vous pouvez commencer à compiler, fabriquer, déployer, tester vos applications. Aujourd'hui, Google App Engine permet de gérer aussi le versionning, et donc permet d'instancier ou d'activer des applications dans des versions particulières sur l'environnement App Engine. Donc vous pouvez imaginer tester une version N+1 alors que votre application N est toujours en production, sans impacter les données de votre environnement de production. Bien évidemment, je vous ai parlé de Notepad, mais on ne va pas se limiter à Notepad. Aujourd'hui, là, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un ensemble, je peux passer à la suite, c'est qu'on a un ensemble de plugins qui sont disponibles sur les différentes plateformes du marché, donc Eclipse, IntelliJ, NetBeans, qui permettent de fournir donc toute la logique et tout le processus de développement, de test et de déploiement des applications App Engine que vous allez déployer. Et l'ensemble est bien évidemment piloté par Maven. Donc actuellement, l'ensemble des API, enfin du code et des livrables du Google App Engine sont disponibles sur le repo Maven et sont directement, enfin tout est disponible sur Maven. D'autres frameworks de développement ont intégré Google App Engine, les principaux dans le monde de Java, donc on retrouve Grails et Play, qui permettent en fait de packager directement une application déployable sur l'App Engine. Dans le monde Python, on a Django et WebPy. Et bien évidemment, Spring, dans le monde Java, peut être exploité, pas en totalité, mais tous les principaux concepts qui sont implémentés dans Spring sont utilisables pour concevoir et développer une application déployable sur l'App Engine. L'un des objectifs de Google en mettant en place cette plateforme, à l'origine, était de pouvoir un peu compléter aussi l'offre Google Apps, donc la partie Google Apps en mode SaaS, donc ce que vous connaissez habituellement, la partie Gmail, Gdocs, pour fournir un ensemble d'API. Donc actuellement, il y a une foultitude d'API disponibles sur tous les composants Google, et ces API permettent aujourd'hui de faire communiquer une application App Engine avec l'ensemble de ces applications. Bien évidemment, on le verra par la suite, ces API seront aussi soumises à quota et potentiellement à de la facturation. Pour ce qui est, comme je vous le disais, des ressources facturables, aujourd'hui, en termes de tarification, Google a défini quelles étaient ces ressources. Donc tout ce qui est stockage, en particulier, est soumis à une facturation liée à la charge. Tout ce qui est Channel API, tout ce qui est HTTP request est soumis au volume en entrée-sortie. Le data store n'est maintenant plus que facturé à la taille. Le mail, on a aussi une notion de nombre d'appels d'API. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à utiliser donc un ensemble, enfin une grosse volumétrie d'appels au niveau d'une API, et ces appels seront comptabilisés dans votre facturation en fin de mois. Donc là, je ne vous passe pas la liste exhaustive des quotas, enfin des ressources qui sont soumises à quotas. Elles sont disponibles effectivement sur le site de Google Apps. Ce qu'il faut voir, c'est que, on le verra par la suite dans la conclusion, c'est que utiliser ces API, c'est aussi réfléchir à savoir comment on va concevoir notre application pour orienter notre application à nous coûter plus ou moins cher. Google App Engine offre aussi une console de monitoring. Donc ça, en fait, c'est la console générale de Google App Engine qui nous donne un peu le niveau de service des différents services, que ce soit dans les différentes technologies ou dans les différents composants du Google App Engine. Ça nous permet surtout aussi d'anticiper sur par exemple, si Google décide de mettre du downtime sur le data store, de prévoir qu'à une date donnée, Google va faire une maintenance sur le data store pour que nous, on puisse anticiper au niveau de nos applications et de nos environnements pour, à ce moment-là, prévenir nos utilisateurs et arrêter, voire désactiver nos applications. Il y a une console d'administration, je ne passerai pas dessus, ça nous permet de tout faire sur l'application, ça nous permet de gérer les logs, de gérer le paramétrage, de gérer les queues, enfin toutes les ressources qu'on a pu voir tout à l'heure, mais aussi surtout de pouvoir suivre notre consommation en termes de coûts par rapport aux ressources utilisées. Dominique en reparlera tout à l'heure, et cette console reste vitale dans l'exploitation de l'application. C'est ce qui nous permet vraiment de piloter
l'utilisation de notre infrastructure. Et là, bon, c'est un peu l'historique de facturation sur un exemple bidon actuellement sur une application déployée sur la PP Engine. Maintenant, je vais laisser la parole à Dominique, qui va vraiment rentrer plus dans les cas concrets d'utilisation de la plateforme. Le ZMS, c'est réinventer le SMS, le MMS, avec toutes les technologies que vous avez aujourd'hui dans votre poche, dans votre smartphone. Et donc, la présentation que je vais faire maintenant, elle va revenir un petit peu sur le projet ZMS, pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle quand même. Après, on parlera de qu'est-ce que ça implique de poser un projet comme ZMS dans le cloud. On parlera un petit peu développement et on finira avec un petit peu d'exploitation. Alors, le ZMS, quand je dis qu'on réinvente un petit peu le SMS, on est un petit peu SMS 2.0 dans le sens où on sait faire tout ce que sait faire SMS, MMS. C'est renvoyer du texte, de la vidéo, du son, c'est des choses qui sont connues et maîtrisées. Maintenant, on va introduire des notions en plus. C'est-à-dire qu'on va introduire la notion de conversation. Je peux converser avec plusieurs personnes en même temps. Je ne suis pas obligé de faire des messages one-to-one comme avec SMS où j'envoie un message à une personne puis à une autre, etc. Là, on converse à plusieurs personnes. Et des gens peuvent venir dans la conversation, y être invités et quitter la conversation. En plus de ça, je vais pouvoir gérer plusieurs périphériques. C'est-à-dire que rien ne m'empêche de commencer une conversation sur mon iPad, de la finir sur mon iPhone et de reprendre à la fin pour terminer sur mon ordinateur parce que j'ai quand même un clavier un peu plus sympa pour taper un message. En plus de toutes ces notions, il y a deux notions très très importantes. C'est le temps et la géolocalisation. Le temps, ça veut dire pouvoir programmer un message pour lui donner une date de livraison à une personne ou à plusieurs personnes données. Et la géolocalisation, c'est la possibilité de programmer un message pour qu'il soit envoyé à un groupe de personnes à un endroit donné. Alors je vais vous donner deux exemples très simples. Cette année, au 31 décembre, moi j'étais tranquillement en train de boire du champagne, pas comme toutes les autres années, j'envoyais pas des SMS sur un réseau surchargé, etc. L'horreur. 3 jours avant, j'ai simplement pris mon application ZMS, programmé quelques ZMS, et ils sont arrivés le 31 décembre à minuit pendant que je fêtais tranquillement la nouvelle année. Un exemple de géolocalisation simple, si ce soir je vous invite tous à venir chez moi par exemple pour boire un petit coup, je vais devoir vous donner le digicode de mon immeuble. Alors je peux vous l'envoyer par mail, par SMS, je peux le partager sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quoi, mais cette information elle va être perdue, vous ne l'aurez pas au bon moment. Là je vais utiliser simplement un message géolocalisé et le message il sera devant mon immeuble et quand vous arriverez physiquement devant l'immeuble, votre téléphone va sonner et vous aurez le code. Donc vous aurez l'information au bon moment. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle de SMS 2.0, c'est parce qu'on réintroduit retravaille toutes ces notions multimédia, conversation, temps et espace. Alors, la question qui vient assez vite, c'est le business model. Le business model, il est très simple. Donc on n'a pas du tout prévu de vendre les données de nos utilisateurs, c'est des choses qui sont privées et qui le resteront toujours. Non, nous on gagne de l'argent avec des deals géolocalisés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je suis intéressé par McDonald's, je vais m'inscrire. Et quand je vais passer dans un quartier où il y a une action sur un burger gratuit, un burger offert, etc., je vais être notifié sur mon téléphone. Si je suis intéressé à l'inverse par les événements e-business, en arrivant à Genève aujourd'hui, je vais peut-être recevoir un message qui m'annonce qu'il y a le salon e-com aujourd'hui. Alors, maintenant que vous voyez un petit peu ce qu'est ZMS, je voulais apporter un chiffre intéressant, c'est 300 000. 300 000, c'est le nombre de SMS qui sont envoyés chaque seconde dans le monde. 300 000. Voilà. Et à mettre en face de tout ça, une start-up, in the air, 3 personnes, 100 000 francs suisses de budget. Je crois que c'est à cette époque-là que ma femme a commencé à vouloir me faire interner. Et donc, la problématique de tout ça, c'est bien sûr une plateforme disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et scalable. Alors quand je dis scalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, on garantit à nos utilisateurs que s'ils perdent leur téléphone, s'ils changent de téléphone, s'ils veulent utiliser 2 téléphones avec ZMS, plus un iPad, plus n'importe quoi, ils retrouvent toujours leurs données. Ça veut dire que concrètement, on synchronise en permanence les données de nos utilisateurs avec nos serveurs. Et qu'en permanence, ces données, elles sont stockées et sécurisées. Et alors, un exemple de scalabilité, qu'est-ce que ça implique? Par exemple, au mois de janvier, on a eu un post de Robert Scoble. Alors, Robert Scoble, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des plus grands blogueurs au monde. C'est quand même quelqu'un qui est suivi par 200 000 personnes sur Facebook, 400 000 sur Twitter et 1,2 million sur Google+. Donc, vous imaginez une personne comme ça qui fait un post et qui parle de ZMS dans un post. Immédiatement, c'est des centaines et des centaines de downloads qui partent. C'est des serveurs qui s'affolent dans tous les sens.
Voilà. Alors justement, si je veux faire face à cette charge-là et que je n'ai pas ces solutions de cloud type Google App Engine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir monter une armée de serveurs et une armée de personnes. Je vous rappelle que nous, notre budget de départ, c'est 100 000 francs et 3 personnes. Donc totalement inenvisageable. Alors, c'est un peu pour ça qu'on est parti sur Google App Engine. Et les principales raisons, elles tournent autour du coût. Vous allez voir, je vais beaucoup y revenir, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Concrètement, la première chose pour nous, Google App Engine, c'est le fait de payer ce que j'utilise. C'est-à-dire que j'ai 5 utilisateurs, je paye pour 5 utilisateurs, j'en ai 5 millions, je paye pour 5 millions, et j'en ai 500 millions, je paye pour 500 millions. Les données financières d'INSEAD sont confidentielles, mais je peux quand même vous donner un petit exemple. On a organisé avant la sortie de ZMS une bêta avec 20 personnes. La consigne, c'était secouer au maximum nos serveurs, tester le service. On veut que vous trouviez tous les problèmes. Et donc on a 20 personnes pendant un mois qu'on secoue un environnement dédié. Le coût de l'opération, c'est 1,58 $. C'est-à-dire qu'on a payé, enfin on n'a même pas payé parce que c'est passé dans le quota gratuit, mais Google nous aurait facturé 1,58 $ pour 20 utilisateurs pendant un mois. Un environnement dédié, temps de mise en place, 10 minutes. Quelques clics, je crée l'environnement, quelques clics de plus, mon application est déployée sur l'environnement et ça fonctionne. Bilan de l'opération, 1,58 $. Je n'ai pas monté des serveurs, j'ai rien eu à faire, ça marche tout de suite. Alors, quand on parle de scalabilité, c'est intéressant. On parle d'une scalabilité, mais on a Google derrière. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'on fasse banqueroute et qu'on soit incapable de payer la note bien avant d'avoir nui aux qualités de service de Google. Donc on a 3 choses sur lesquelles on travaille pour limiter nos coûts et pour les gérer au mieux. D'abord, il y a le suivi. Donc tout à l'heure, Philippe nous montrait la console. C'est exactement ça. On a une console sur Google App Engine qui nous dit en temps réel combien on dépense, combien on a déjà dépensé, où on en est de nos quotas, etc. Et justement, ces quotas ils vont nous permettre de mettre un garde-fou. C'est-à-dire que je ne veux pas passer d'un seul coup 1 500 $ de bande passante. Donc je vais mettre un garde-fou sur ma bande passante. Mais en même temps, je ne peux pas me permettre de dire mon serveur il va s'arrêter à 20h, mon service va s'arrêter à 20h ce soir parce que j'ai plus de quota. Ce n'est pas admissible sur un service 24/24. Donc on a un troisième axe qui est extrêmement intéressant, c'est la dégradation de service. C'est-à-dire Google va nous permettre de dégrader notre service. Par exemple, on va lui dire maintenant tu réponds plus qu'à une requête sur 2, même à une requête sur 4. Au moins on a un service minimum qui fonctionne, on n'explose pas notre quota, on arrive tranquillement à finir notre journée. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on n'a encore jamais été confronté à ce cas d'explosion de quota. Par contre, sur les tests qu'on a pu faire, sur un protocole bien pensé en amont, c'est quelque chose qui est totalement indolore pour nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'en réduisant de 75% le taux de réponse aux requêtes non critiques de l'application, ça n'a aucun impact pour nos utilisateurs, on divise nos coûts par 2. C'est pas inintéressant. Voilà. Une autre chose en termes de coûts qui n'est pas inintéressante, c'est notre équipe infrastructure. J'ai mis un slide volontairement un peu provocateur, mais c'est quand même la réalité. C'est-à-dire qu'on n'a personne, on n'a aucune ressource qui est dédiée à faire un setup de serveur, à installer une application, à aller changer un disque dur, à aller monitorer l'état de la RAM, du CPU, de je ne sais pas quoi de serveur. On n'a personne, ni en interne, ni en externe. C'est un coût qui est quand même pas négligeable pour une petite start-up comme nous. On va en arriver au développement. Donc le développement, si demain vous démarrez un projet sur Google App Engine et que vous faites une petite recherche sur JobUp ou Monster, pour ne pas les citer, vous risquez de vous sentir un petit peu seul. C'est un petit peu ce qui nous est arrivé au début, c'est-à-dire qu'on va chercher, puis on a appris par nous-mêmes. Alors, globalement, on est dans les classiques, c'est-à-dire qu'on est sur du J2E, on retrouve Eclipse, environnement de développement qu'on connaît bien, on retrouve du Maven, etc. On a un runtime local qui s'installe et qui globalement répond à peu près comme le Google App Engine, donc on a quelque chose de classique. Non, vraiment le gros morceau, c'est Bigtable, la partie NoSQL. C'est vraiment là qu'on a pleuré. Concrètement, NoSQL, c'est quelque chose d'assez touffu et on ne va pas en quelques minutes en parler. Mais c'est vraiment une façon différente de voir les choses. Et si je devais dire une seule chose dessus, c'est attention. Quand on conçoit une application avec un SGBDR classique, un système de gestion de base de données relationnelle classique, on va tout simplement normaliser nos données et avec un peu de chance et quelques recettes de cuisine, on arrive toujours à réaccéder à ces données, à faire une transaction, à faire une recherche, on y arrive toujours, il n'y a aucun problème. Avec un système comme NoSQL, si on n'a pas pensé en avance quelles données on allait vouloir remonter, sur quelles données on allait vouloir faire une transaction, on peut se retrouver dans des situations bien plus souvent qu'on ne le croit où on n'est pas capable de faire ces transactions.
Donc, NoSQL, sujet touffu, mais attention, bien penser en amont. Pour vous donner un exemple, nous, la partie données de ZMS, on l'a développée 2 fois. La première fois, bah voilà, on a compris, et la deuxième fois, on a fait du travail à peu près correct. Et actuellement, donc la version qui tourne actuellement en prod a encore quelques petites imperfections. Donc vraiment, c'est un sujet très sensible. Alors, ça paraît un peu fou, voire maso de se lancer dans un chantier pareil, enfin, oublier tout ce qu'on a su, partir un petit peu sur des sentiers que personne ne connaît. Et quelque part, si on le fait, c'est parce qu'on gagne quelque chose. Qu'est-ce qu'on gagne? D'abord, on gagne la sécurité de nos données. Concrètement, les données stockées donc, sur Google App Engine ont le même niveau de sécurité que celles de Gmail. C'est-à-dire qu'on a autant de chances qu'un de nos utilisateurs perde un ZMS suite à une faute d'une base de données que ça arrive à un utilisateur de Gmail de perdre un mail. C'est jamais arrivé encore jusque-là. Personne n'a jamais perdu de mail sous Gmail. Je veux dire, suite à une erreur de base de données. Et en plus de ça, on a le temps de réponse constant. On a vu, on parlait de volumétrie importante, etc. Et ben, pour peu que notre design y soit correct, ce que nous garantit Google App Engine derrière, c'est qu'on aura un temps de réponse quasi constant. C'est-à-dire que si je fais une requête sur un ensemble d'objets, que j'en ai 1, 500 ou quelques milliards, le temps de réponse sera toujours à peu près le même. C'est extrêmement important pour nous de pouvoir garantir ça. Alors, je parlais de design, et la meilleure chose pour valider un design en continu, et c'est des choses qu'on fait nous en continu parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un coût qui explose ou autre, c'est le test de charge. Alors sur les tests de charge, bien sûr, c'est on attaque Google App Engine en HTTP, donc tous les outils classiques, je pense à OpenSTA qui date un peu, ou à LoadRunner, etc. Tous ces outils, on va pouvoir les jouer. Nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait. On est parti sur plus simple, c'est-à-dire qu'on développe une application iPhone, mais aussi une application Android pour laquelle on a un cœur en Java. Et bien ce cœur en Java, on le réinstalle sur plusieurs machines chez nous. On lance quelques milliers de clients sur chacune des machines, et après on va tout simplement tirer le plus vite possible sur Google App Engine, parce que le test se fait forcément sur Google App Engine, en local ça n'a aucun sens, ce n'est pas les mêmes implémentations derrière. Et en quelques minutes, ou éventuellement en quelques heures, on va vite voir quelle requête coûte pas, etc. Où est-ce qu'on a une régression. Là, je vous ai mis un exemple un peu bateau, c'est un bête tir, on est seulement à 120 requêtes secondes. Mais déjà, même sur un test comme ça, 120 requêtes secondes avec montée progressive et 1 heure de tir, eh ben, on voit déjà que je consomme un petit peu plus en CPU. J'ai une requête qui sort carrément en rouge, qui m'a bouffé 32% de mon CPU, alors qu'elle a appelé potentiellement 20 fois moins que les autres. Donc d'ores et déjà, je sais où sont mes problèmes. Tout de suite, j'ai un retour assez efficace sur où sont mes problèmes et où est-ce que je dois travailler pour améliorer mon app. Et en plus de ça, je vais avoir un niveau de granularité absolument fou. C'est-à-dire que pour pouvoir nous facturer, Google est obligé de tout loguer. Ça veut dire concrètement que toutes les requêtes font l'objet d'un log de ce type-là, dans lequel j'ai le coût que représenteraient 1000 requêtes identiques, si je les jouais sur Google App Engine, et le temps qu'a pris la requête. Donc par exemple, cette requête s'exécute en 41 millisecondes, correct, et le coût, si je devais jouer 1000 fois cette requête, est de 0,11 cents. Donc 1,11$ pour 1 million de requêtes. Donc cette requête, pour nous, elle est validée, elle est correcte, et on peut passer à la suite. Et on peut dépiler absolument toutes les requêtes qu'on a jouées sur un test de charge une à une. Alors, le dernier point qui me semblait intéressant de montrer dans ce retour d'expérience, c'est l'exploitation et en particulier la mise en prod. Donc on est dans le cadre d'un service 24/7. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas se permettre, c'est le planter, quoi. C'est vraiment le moment le plus critique pour nous, la mise à jour. Et je pense que vous avez tous croisé des projets où la mise en prod, c'est le moment où on ne dort pas, où on stresse, etc. Mais là, Google a un peu pensé à nous quelque part et ils nous ont fourni 2 choses dont on est extrêmement friand chez InSIR. D'abord, c'est le basculement progressif. C'est-à-dire, comme Philippe disait tout à l'heure, je vais pouvoir avoir plusieurs versions de mon app qui tournent sur les mêmes données. Donc techniquement, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir une version qui tourne et de basculer quelques pourcents de mes utilisateurs. D'abord, pour voir. Je regarde, j'ai pas de problème dans mes logs, etc. Je valide mes charges, tout se passe bien. Je bascule éventuellement des gens choisis sur le volet. Et puis petit à petit, je bascule mes gens. Donc en cas de problème, déjà, je n'impacte pas tout le monde. Et puis je vais pouvoir basculer petit à petit. À un moment, par exemple, je vais dire que j'ai basculé 50% de mes utilisateurs sur la nouvelle version.
Là, je peux attendre une petite heure et puis regarder quels étaient les coûts avant, quels sont les coûts après. Est-ce que j'ai une grosse régression en termes de coûts, etc. Et en cas de problème, à ce moment-là, ou même à n'importe quel moment de l'exploitation de l'application, je vais pouvoir revenir en arrière sur une version N-1. Donc nous, on maintient en permanence 3 versions ZMS Server. Et à tout moment, on peut revenir à la version N-1 ou à la version N-2. Google autorise jusqu'à 10 versions. Donc on est quand même plutôt confortable. Voilà, je vais faire ma petite conclusion avant de rendre la main à Philippe. Donc, tout n'est pas rose, bien sûr. On a quand même quelques limitations techniques. Je dirais que la principale pour nous, c'est qu'on est dans un container de servlet, donc on ne va pas pouvoir démarrer par exemple une connexion longue chez Apple. Je ne sais pas si vous savez, mais pour faire du push sur les téléphones et autres iOS, il faut maintenir une connexion SSH entre chez nous et chez Apple. Ça, on ne peut pas le faire depuis Google App Engine. Donc on est obligé quand même d'avoir des serveurs à côté. Mais globalement, toute notre infrastructure critique, elle est sur Google App Engine. C'est 95% des choses vraiment critiques. On peut perdre un push, mais on ne peut pas perdre de la donnée. Voilà, donc ces 95%, ils sont sur Google App Engine. Donc pour nous, c'est une véritable réussite, une maîtrise des coûts et une sécurisation de nos données. Voilà, et si je devais redire juste une dernière phrase, d'avant-dernière même, c'est ne partez pas sans aide sur Google App Engine. On a essayé, on s'est cassé les dents, on a appris, et très franchement, si c'était à refaire, on se ferait accompagner. Voilà. C'est pas facile de trouver des gens compétents sur le secteur, mais c'est extrêmement risqué de partir seul. Donc juste si vous voulez plus d'informations sur ZMS, on est disponible sur l'App Store et on sera bientôt disponible sur Android. Bientôt. Je n'ai pas encore de date exacte, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Je te rends la main, Philippe. Eh bien, merci Dominique, oui, pour cette belle présentation. Donc pour finir, quelques liens que vous pourrez retrouver, je pense, ensuite sur le site de ICOM. Hein. Il y a une documentation qui est relativement fournie. Surtout en termes aussi d'API et de tarification sur l'ensemble des API de Google App Engine et de Google Apps en général. Voilà, donc là-dessus, on va pouvoir enchaîner surtout sur la partie opportunité. Ouais, dans quel contexte vous pouvez imaginer démarrer un projet sur Google App Engine? Donc actuellement, comme vous avez pu le comprendre avec l'expérience de Dominique et de Inzier, je pense qu'il y a de grosses opportunités. Ça ne se retrouve pas uniquement dans le monde Google App Engine. Le mode Platform as a Service, je pense qu'il est très bien adapté à des startups ou des petits projets qui souhaitent déjà valider une solution et valider à la fois la solution d'architecture et la validation du business model. Ça nous permet de monter en charge sans risque d'infrastructure, sans risque de financier, pour valider cette solution. Je pense que c'est typiquement ce qu'ont vécu l'équipe de Inzier. Et maintenant, ils montent en puissance et ils continuent sur la plateforme. Ensuite, avec la partie Google App Engine, vous pouvez vraiment tout faire au niveau application Web 2.0. Il n'y a quasiment pas de limitation. Donc, pour la partie données, je dirais qu'on peut aussi démarrer des applications avec des données stratégiques. Encore une fois, les données sont complètement sécurisées. Après, il y a peut-être des entreprises qui décideront de peut-être plus travailler sur un modèle de données qui serait partagé par d'autres applications Google Apps, type Google Site, pour mutualiser des services accessibles en REST pour fournir et enrichir leur domaine Google Apps. Ensuite, c'est typiquement sur quoi je voulais aussi venir, c'est cette intégration avec l'environnement Google Apps. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de code qu'on trouve autour des API Google Apps et Google App Engine. Souvent, on se retrouve confronté à des problèmes d'intégration de la suite Google Apps et on peut être à ce moment-là amené à utiliser Google App Engine pour synchroniser un ensemble de données vers Gmail et utiliser la plateforme Google App Engine pour réaliser du spécifique avec les solutions du mode SaaS de Google. Donc au niveau couverture fonctionnelle, bien évidemment, vous l'avez compris, Google App Engine, c'est de la scalabilité sur tous les domaines, la CPU, les users, la bande passante, c'est de la disponibilité, c'est aussi de l'élasticité, c'est, comme on l'a vu avec Inzier, c'est aussi la capacité de revenir en arrière, c'est qu'on a une grosse montée en charge, on a des pics de montée en charge, mais le lendemain, on va se retrouver peut-être avec une volumétrie beaucoup moins importante. Donc là, on va se retrouver avec un niveau de tarification qui va
pouvoir redescendre, et aussi des instances et une charge du runtime qui va aussi redescendre complètement dynamiquement. Le suivi des coûts, ça c'est quelque chose de fondamental dans le cadre d'une startup qui veut démarrer son projet et valider son business model. On a vu que l'intégralité du cycle de développement était complètement intégrée dans les dernières plateformes du marché. Au niveau sécurité, au niveau monitoring, on a tout ce qu'il faut pour à la fois monitorer les coûts, les données, la sécurité. Alors au niveau sandbox du Google App Engine, je dirais qu'aujourd'hui, il y a des limitations, d'accord, mais ces limitations, on les retrouve aussi dans des conteneurs J2E qui imposent leurs normes. C'est certes, on va appeler ça des standards, mais qu'est-ce qu'un standard? Google App Engine vient avec son standard. La manipulation des données, par contre, c'est quelque chose qui est un peu, on va dire, léger dans l'environnement Google App Engine. Aujourd'hui, il y a très peu d'utilitaires qui nous permettent de manipuler les données qui sont sur le Google App Engine. On est souvent amené à développer des solutions internes pour gérer, migrer, importer, exporter. Ces outils commencent à sortir sur la plateforme Google Code, mais bon, il faut les récupérer, il faut les intégrer, il faut des compétences en interne pour exploiter ces solutions. Un petit bémol aussi sur la politique de Google sur la tarification. On n'est pas à l'abri, comme l'année dernière en 2011, d'un changement de politique de tarification sur les quotas, enfin sur les ressources utilisées. Ça peut être effectivement un risque. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de Google de jouer sur ce domaine-là. Je dirais qu'en conclusion, dans tous les cas, si vous essayez de concevoir une application Google App Engine, on l'a vu avec des implémentations sur des standards JPA JDO, ces implémentations sont relativement bien supportées, mais il ne faut pas vouloir imaginer faire des applications portables dans un domaine J2E standard et un environnement Google App Engine. Donc c'est surtout effectivement minimiser l'adhérence à toutes ces API pour pouvoir demain, si vous le souhaitez, si vous avez une vision de vouloir migrer un jour, ne pas être bloqué par l'environnement Google App Engine. Je ne dis pas qu'il faut partir de Google App Engine, je dis voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a peut-être d'autres plateformes qui seront peut-être plus intéressantes financièrement, technologiquement. Donc essayez de concevoir au mieux vos applications pour ne pas vous verrouiller avec une infrastructure dédiée. Ça, c'est valable pour tous les modes d'hébergement sur les plateformes en mode plateforme as a service. Le bémol que je voudrais aussi souligner, c'est que ce type de tarification va nous amener, et je pense que INSEAD l'a vécu, à revoir ces architectures et l'utilisation des API Google. On peut tomber dans un travers qui est d'orienter ces développements par rapport au coût que l'application va nous coûter. Donc c'est dommage de déstabiliser une architecture. Enfin, ça peut être dommage, mais c'est souvent le nerf de la guerre. Donc INSEAD a dû faire certaines concessions entre les coûts et l'architecture. Dans tous les cas, je dirais que privilégier dans tous les cas des architectures basées sur HTTP, puisque c'est ce qui nous permet dans tous les cas de pouvoir faire de la haute dispo et de pouvoir gérer une montée en charge quelle que soit la plateforme. Et pour finir, voilà, on est sur le dernier slide. Donc merci en tout cas de votre attention. J'espère que la présentation vous a intéressé. Si vous avez des questions, c'est le moment parce que je crois qu'il nous reste 5 minutes. Donc voilà. Il y a eu pendant longtemps des rumeurs sur le fait que App Engine allait supporter PHP. Est-ce que ça nous en est? Est-ce que c'est vraiment... Il y a toujours des rumeurs. Il y a toujours des rumeurs. Ouais. Il y a toujours des rumeurs, comme d'autres langages d'ailleurs. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la liste des sites que je vous ai nommés tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi ce que prévoit Google dans les évolutions du Google App Engine. Donc il y a tout un tas de forums, il y a un blog sur les nouveautés, sur ce qui vient de sortir et sur l'avenir de Google App Engine. Donc il y a de quoi se documenter. Bon, il y a beaucoup de documentation, il faut faire le tri. Mais sur le PHP, pour l'instant, pour moi, ça reste qu'un bruit. Est-ce que vous avez pensé à créer un API API, oui. pour INSEAD? Par exemple, si je suis en train de développer une application mobile et j'aimerais utiliser votre CMS et même pas le SMS, ça serait possible au futur?
J'aimerais. Oui, tout à fait. On a prévu. Alors, on est comme toute start-up, on a beaucoup de projets et pas forcément toujours le temps de le faire, mais on a prévu d'avoir une Open API, oui, très clairement. On ouvre déjà les ZMS publics. On verrait si vous utilisez l'application, on a séparé les données privées et les données publiques. On ouvre déjà les ZMS publics vers Facebook. On a une API très simple qui permet d'afficher un ZMS public sur une page web. Et on va travailler à plus d'intégration, effectivement. Parce que c'est des choses qu'on nous demande régulièrement. Bien, merci de votre attention. Si vous avez des questions complémentaires, on est sur notre stand en bas. On ne va pas hésiter à venir nous voir. Merci bien. Merci.